La seconde partie de notre débat consacré ce soir au Rwanda, ce référendum constitutionnel, référendum qui, s'il est remporté par Paul Kagame, lui permettra de se représenter en 2017. Faustin Twagiramungu, ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que c'est quand même un président populaire, ce président Kagame. Il faut dire qu'il a un beau bilan quand même économique à son actif, 7% de croissance en 2014, 7,5% de croissance en 2015. Beaucoup de pays africains envient le Rwanda aujourd'hui. Oui, mais tout cela ne lui donne pas, ne l'autorise pas à rester au pouvoir indéfiniment, n'est-ce pas? Je crois que Kagame aurait pu former quelqu'un du FPR qui puisse le remplacer. Il ne l'a pas fait, ce qui est une erreur. Alors, quant à prétendre qu'on peut développer le pays, il n'en a pas été le premier à développer le pays. Les autres présidents aussi ont fait ce qu'ils avaient à faire à cette époque-là. Ou disons, après l'accession du Rwanda à l'indépendance, il y a eu le président Kayibanda, lui aussi pouvait prétendre qu'il a développé le Rwanda. Habyarimana a bien entendu, du temps où on comparait le Rwanda, on parlait de la Suisse africaine. C'est-à-dire qu'il a fait quand même une certaine participation à ce développement. Ce ne sont pas donc des miracles. Je crois que ce que nous voulons dans notre pays, c'est, comme vous l'avez dit, le débat politique. Il faut absolument qu'il y ait de l'espace politique, il faut le respect des droits de l'homme, il faut absolument qu'il y ait une alternance acceptable. Pas pour des gens comme moi. Est-ce que vous pouvez rentrer au Rwanda, par exemple, vous, est-ce que vous pouvez rentrer aujourd'hui au Rwanda? Pas du tout. Vous ne pouvez pas? Racontez-nous alors, vous vivez en exil. Oui, j'ai voulu... Bien sûr. Moi, j'ai participé au gouvernement de 1994 jusqu'à 1995. J'ai été obligé de quitter le Rwanda parce que je ne supportais pas les massacres de mon peuple par le FPR. Je continue de vivre ici et j'ai essayé de retourner au Rwanda en 2003. Je ne pouvais pas y rester parce que j'étais menacé. En 2012, j'ai voulu y retourner, on me refuse et le visa et on me refuse le passeport. Aujourd'hui, je ne peux pas retourner au Rwanda, sinon ça serait à mes risques et périls. Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres Rwandais qui vivent à l'extérieur, tout simplement parce que la sécurité ne peut pas être assurée. Monsieur Kagame ne veut pas de concurrents politiques. Alors, c'est un dictateur. Moi, je ne sais pas c'est quel genre de régime que nous allons hériter ou faire hériter à nos enfants. Antoine Glaser, nous ne voulons pas qu'il y ait une restitution d'une monarchie, qu'elle soit. Antoine Glaser, sur le bilan quand même de Paul Kagame, on peut dire quand même que c'est un bon bilan. On a parlé du bilan économique. On rappelle aussi que le Rwanda est un pays qui respecte la parité homme-femme. C'est aussi important de le dire. Il y a même des députés, des femmes députés. Les femmes sont majoritaires. En tout cas, c'est l'un des pays les mieux classés au monde. Je pense même sur le... on parlait de la COP21 ces derniers jours aussi. C'est un pays qui est en pleine transition énergétique. C'est quand même un pays que les autres pays africains peuvent envier, non? Absolument, mais enfin, c'est tout le paradoxe. Ça veut dire, est-ce qu'il faut absolument que ça soit avoir un homme fort, autoritaire, qui verrouille, qui fait peur à tout le monde? Il gère effectivement son pays d'une main de fer. Et c'est vrai que les gens... Oui, mais il y en a d'autres, Antoine Glaser. Il y en a d'autres qui sont tout aussi autoritaires, c'est pas pour défendre Paul Kagame, mais qui sont tout aussi autoritaires que Paul Kagame. Et il y a de la corruption, il y a de l'enrichissement personnel. La grande différence de Paul Kagame, c'est vraiment, d'abord, il reste profondément, c'est qu'il faut rappeler quand même, c'était l'ancien chef des services secrets de l'Ouganda. Ça reste un homme fort qui supporte pas du tout les contradictions. Il a quand même un certain nombre de gens qui étaient ses opposants, étaient assassinés, en particulier ses anciens compagnons de route en Afrique du Sud. Donc, mais il n'a pas, c'est pas la nomenclatura traditionnelle qu'on peut connaître dans d'autres pays, qui est une nomenclatura, ce qu'on appelle patrimoniale, ou alors il y a une partie d'une famille ou du clan qui prend le pognon et qui garde l'argent et il n'y a pas de redistribution. Avec Paul Kagame, c'est un autre schéma. C'est un homme qui considère qu'il est quasiment le messie maintenant, qu'il est irremplaçable. Effectivement, la spécificité du génocide qu'on avance toujours du Rwanda fait qu'on dit ce pays, effectivement, en disant il faut plusieurs générations pour que ça change. Et donc, on en fait, mais à ce moment-là, pourquoi faire des élections? Pourquoi faire tout ce théâtre démocratique? Pourquoi faire ce référendum? C'est le père de la nation qui a sauvé le pays, qui se maintient. Il est arrivé au pouvoir en disant qu'il n'allait pas se maintenir, que le pouvoir ne l'intéressait pas, etc., etc. Et maintenant, on est quand même parti jusqu'en 2034. Donc, il faut dire les choses. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que Paul Kagame, il fait même peur à ses voisins.
Et c'est vrai qu'en ce moment, ce qui se passe, la communauté internationale n'ose pas du tout. Ils disent rien d'ailleurs. À part les États-Unis, ils ont vaguement dit qu'ils allaient réduire l'aide militaire. Et je vais vous dire pourquoi ils disent rien. Je vais vous donner la parole. Parce que On laisse terminer Antoine Blazer. Il a menacé en particulier Pierre Nkurunziza du Burundi. Il a dit qu'il en avait assez que ce pouvoir burundais massacre sa population matin et soir, et que si ça allait continuer comme ça, il allait réagir. Donc vous avez en ce moment toute la communauté internationale, ils sont avec une crise majeure au Burundi. Vous avez la RDC, 70 millions d'habitants, on ne sait pas trop où ça va, et du coup il se dit le seul type qui tient et qui est vraiment assez puissant, à tel point qu'il a tous ses militaires dans le Darfour, dans les opérations de maintien de la paix. Vous savez que c'est par exemple, personne ne sait que la présidente dans la Centrafrique, Madame Catherine Samba-Panza, ce sont des Rwandais qui assurent sa sécurité et qui sont sa sécurité privée. Et donc, je veux dire, on voit bien que c'est l'homme fort de la région, et du coup, personne ne bouge, personne ne bronche. Et on va dire, il est formidable. S'il vous plaît. Allez, David Gakunzi, un mot et on se donne la parole. Oui, attendez, la parole tourne. Allez, David Gakunzi. Rapidement. Premièrement, Faustin est retourné au Rwanda. Parce qu'il a mené campagne et qu'il a eu, je crois, 2% à l'époque. Il a mené la campagne présidentielle. Deuxièmement, en 2003, oui. Voilà. Deuxièmement, je pense que quand on parle du Rwanda, quand Kagame et le FPR arrivent au pouvoir, il y a 1 million de morts. Un génocide qui a été non seulement étatique, mais qui a été un génocide populaire, c'est-à-dire qui a impliqué à peu près 3 millions de tueurs, si on doit dire les chiffres crûment, sur une population de 8 millions. Donc, comment on reconstruit un pays comme ça? En fait, on oublie tout ça. Non, on n'oublie pas, mais on dit, voilà, le Rwanda part de ça. Le Rwanda part de ça. Ouais. Donc, est-ce que si on rêve en pensant que un pays qui Faustin Togam, on laisse terminer David Gakunzi. Oui, mais attendez, on va le laisser terminer si vous voulez bien, merci. Si on pense qu'un pays comme celui-là, qui part d'un contexte comme celui-là, peut du jour au lendemain, dans une génération, devenir une démocratie comme la Suisse, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Deuxièmement, je pense qu'on est en train de faire un procès d'intention. On dit que Kagame va se représenter. Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas encore entendu dire cela. Donc ça, c'est aussi notre question qu'il faut se poser. Là, on est en train de dire qu'il va rester président à vie. Est-ce que Kagame a déjà dit qu'il va se représenter? Il n'a jamais dit président à vie. Voilà. Donc ça lui permet de se présenter sur 2034. Donc là, on est en train aussi de lui faire un procès d'intention, alors que jusque-là, il a été parmi les minoritaires. Il n'y a que vous, quand même, David Gakunzi. Jusque-là, ça se passe bien. Il a été même parmi les minoritaires qui étaient contre le changement de la Constitution, par exemple. Courageux. Dernier point, la question du débat, effectivement, de l'espace du débat au sein de la société rwandaise, de la démocratie en Afrique. Absolument. Il n'y a pas d'exception démocratique au monde. Tous les peuples aspirent à la liberté, tous les peuples aspirent à la défense de la liberté. Et au débat. S'il y a des choses à améliorer, il faut les améliorer, évidemment. On est tous d'accord, mais partons d'un contexte donné, d'un contexte particulier. Et sur c'est votre argumentaire. C'est-à-dire qu'il finalement, il y a le contexte, il y a le contexte du génocide, etc. En dehors d'un contexte. Et sur le Burundi, je finis par là, sur les forces, et justement, l'implication des Rwandais dans les forces de maintien de la paix, c'est la première puissance au niveau francophone, parce qu'on oublie aussi que le Rwanda est francophone. C'est la première puissance en termes de... Et on l'oublie parce que... Comme en Ouest. Et je finirai par dire... Et sur le Burundi... Allez, Tabasi, allez, il faut que la parole tourne. On va revenir sur le Burundi. Vous avez dit, c'est quoi le bilan? J'observe d'abord que le Rwanda ne fait pas partie des pays les plus riches en Afrique. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Rwanda est un pays suffisamment mieux organisé, un pays qui a une capacité managériale, qui offre des services sociaux? Ça n'est pas que Kagame. Je suis très mal à l'aise quand je lis cette fixation sur la personne de Kagame. Le Rwanda, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure. Eh bien, ça ne sort pas d'un miracle. C'est une capacité organisationnelle qu'ont les gens. Ce que vient de dire Gakunzi, vous venez d'où? Vous allez où? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que Kagame ait une vision pour son pays, ça va lui être reproché. Que Kagame offre des services à sa population, ça devient un reproche. Que la Constitution, s'il vous plaît, oui. Ce que disait Antoine Blazer, c'est qu'il n'y a pas de débat démocratique. C'est le reproche qui est fait à Paul Kagame aujourd'hui. Oui. Sur le plan du droit,
sur le plan du droit, que la modification de la Constitution se passe à travers une procédure prévue, ça veut dire légale, qu'est-ce qu'on nous dit? On passe le temps à nous dire Kagame, Kagame, Kagame. Parlons du Rwanda, parlons des Rwandais. Parlons de ce qu'est ce pays. Oh, il a parlé tout à l'heure de la sous-région. Et moi, j'étais là au mois de mai. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui n'ont pas envie d'aller vivre au Rwanda. Parce qu'ils disent, là-bas, il y a la paix, il y a la sécurité. Là-bas, vous pouvez faire votre business tranquillement. Là-bas, vous avez des services. Mais Kagame n'est pas médecin, Kagame n'est pas agronome, Kagame n'est pas avocat. Mais tous ces gens travaillent dans ce pays. Il y a quand même une organisation. On n'entend pas beaucoup d'autres personnes s'exprimer que Kagame. Quand même. Faustin Twagiramungu, justement sur le bilan de Paul Kagame. Madame, l'homme qui a réussi à ramener la paix dans le pays, la réconciliation. Parce qu'il y a... Oui, mais la réconciliation, il n'en a pas eu. Si réconciliation avait eu lieu, je ne serais pas ici. Mes compatriotes ne seraient pas au Congo. 350 000 Rwandais restent réfugiés dans des pays africains, européens et j'en passe. Il n'y a pas de liberté, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Ce que nous voulons, c'est le débat politique que vous l'avez dit. Il n'y a pas que Kagame qui puisse diriger notre pays. Quant au bilan, attendez, j'ai la parole. Le bilan, on parle de la santé. La santé, on parle des routes, on parle de buildings, on ne parle pas d'eau potable, on ne parle pas d'électricité. Il n'y a que 2% de la population qui a de l'électricité dans leur maison. Alors, quand on me parle de développement, c'est quoi? Et moi, je dirais, comme le disait M. Sékou Touré, avant tout, c'est la liberté avant le développement. Cette histoire de nous dire le Kagame a arrêté le génocide, il a développé le pays, par conséquent, il doit rester là. Je ne suis pas d'accord. Le peuple rwandais, en grande majorité, n'est pas du tout d'accord. Donc, le bilan pour nous, franchement, c'est de dire les enfants pauvres continueront à faire leurs études universitaires au Rwanda, les enfants des riches vont aux États-Unis, ils vont aussi en Grande-Bretagne, et voilà, les universités Oxford, Stanford, j'en passe. Et les autres restent là, ils ne savent même pas écrire ni lettre en français pour demande d'emploi. Ils ne savent pas non plus rédiger en anglais. Et ils ne parlent même plus le Kinyarwanda. Tout est devenu une sorte de soupe de culture. D'accord. David Gakoudzi, je qu'il y ait un changement. Je voudrais qu'on réagisse. Ce changement, nous voudrions que Kagame participe à ce changement, mais il doit y participer sans qu'il soit chef de l'État. Il faut donner la chance aux autres. Ça, on a bien compris. David Gakoudzi, quand même, sur l'aspect régional dont parlait tout à l'heure Antoine Glaser, vous êtes burundais, le Burundi est pays voisin du Rwanda. Aujourd'hui, le président rwandais, Paul Kagame, est accusé de recruter des réfugiés burundais, justement, une rébellion et de mettre en place une rébellion au Burundi sur le territoire, entraîné sur le territoire rwandais. Est-ce qu'il n'y a pas... Là, il y a quand même un rôle de déstabilisateur quand même. Juste avant de répondre à votre question, Faustin parle de Sékou Touré de la liberté. Je lui rappelle que Sékou Touré, c'est le Cambouaro, donc ces références par rapport à la liberté sont un peu à réactualiser. Par rapport à la question de la stabilité du Burundi, le Rwanda a accueilli la majorité des réfugiés qui sont arrivés, des réfugiés Tutsi et Hutus. Tout le monde est parti au Burundi, ils ne sont pas partis ni en Tanzanie ni au Congo. Et deuxièmement, il les a accueillis, mais moi, d'après ce que je sais, j'étais dernièrement là-bas, il n'y a pas le Rwanda n'est pas du tout alors impliqué dans la prétendue rébellion qui se construit aujourd'hui au Burundi. C'est ce que disent les ONG. Ils disent, plusieurs ONG ont pointé du doigt la responsabilité de Paul Kagame qui recrute justement des réfugiés mais c'est pas Kagame burundais. Qui le fait. Si ça se fait, c'est le pouvoir rwandais. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le pouvoir rwandais? Mais pourquoi est-ce que tout ce qui se passe au Rwanda, on lui donne une puissance, on dirait que c'est
c'est l'homme qui contrôle tout dans le pays. Oui, mais Antoine Glaser dit qu'il contrôle pas mal de choses. Si vous permettez. C'est pas un homme du renseignement pour rien. Oui, bien sûr. Mais ramener, comme le disait... Je ne dis pas qu'il y a des camps, des machins, etc. Vous savez, c'est très dangereux entre le Burundi et le truc, parce que personne ne parle sur le plan ethnique. Mais à un moment donné... Antoine, est-ce que je peux finir? Le problème du Burundi, des camps des réfugiés, dans tous les réfugiés du monde, quand il y a une situation où les gens fuient, ils se construisent, ils essaient de rentrer chez eux, ils s'organisent. Et ça, ce n'est jamais la faute du pays qui les a accueillis. C'est la situation qui fait que les gens se disent on doit rentrer chez nous, on s'organise pour rentrer. Et Kagame, quand même d'entendre, c'est très rare quand même. Pour rebondir rapidement là-dessus, c'est bien très rare d'entendre. D'accord, ok, sur les gens qui s'organisent, etc. C'est pas Paul Kagame qui est forcément responsable. Mais quand, à partir de là, lui-même dit et menace son voisin en disant ça va pas pouvoir durer comme ça, l'air de dire c'est moi l'homme fort de la région, ça va pas pouvoir durer comme ça, que vous tuez votre population matin et soir. Tout le monde comprend, parce qu'il appelons aussi les choses par leur nom. Tout le monde comprend. Attention, si vous continuez à menacer les Tutsis à Bujumbura, moi, je vais venir encore sauver les Tutsis comme je les ai sauvés chez moi. Monsieur Glaser. Parlons clair, c'est ça qu'il veut dire très clairement. Monsieur Glaser, ne faisons pas d'amalgame. Ah non, mais ne faisons pas d'amalgame. C'est vous qui avez souligné tout à l'heure que Kagame était l'homme fort, qu'il avait une capacité de déploiement de son armée dans les missions de maintien de la paix, et les Nations Unies lui savent gré de leur fournir. Absolument. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kagame, s'il le voulait, avec la capacité qu'il a, il n'a pas besoin de recruter. Il peut, au moment où il le veut, attaquer le Burundi et faire ce qu'il veut au Burundi. Il ne l'a pas fait. Mais je note quand même que ça ne vous a pas échappé, que le pouvoir agonisant de Bujumbura a tout fait de la provocation pour qu'il puisse y avoir un conflit entre le Burundi et le Rwanda. Kagame a refusé d'entrer dans ce jeu-là. Pourquoi on ne peut pas le souligner ça aussi? On ne peut pas dire Kagame, il est l'homme fort. Il a fait des déclarations incendiaires. Oui, il a fait des déclarations. Et je peux vous sortir les déclarations du ministre burundais des Affaires étrangères. Ça n'est pas digne d'un diplomate. Mais qu'à cela ne tienne, moi je refuse cet amalgame entre Kagame est l'homme fort dans la sous-région, il fait peur à tout le monde et il est incapable d'attaquer le Burundi, pays voisin, pour recourir à des recrutements, pour former des militaires, pendant qu'il en a sous la main. Soyons logiques avec nous-mêmes. Antoine Glaser, quelles sont aujourd'hui les relations avec la France? Parce que ça aussi, ça nous intéresse. Ce sont des relations qui sont très mauvaises, en fait. Ça veut dire, depuis, à un moment donné, ça allait beaucoup mieux quand Nicolas Sarkozy était allé au Rwanda. Ensuite, quand Paul Kagame était venu en visite en France. Mais très honnêtement, à part le Rwanda, là, c'est Paul Kagame qui considère que la France n'a pas vraiment jugé les génocidaires. Il y a toujours le problème aussi par rapport à l'armée française, où il y avait un certain nombre de rapports qui n'ont pas été levés en considérant que les Français n'étaient pas du tout, bien évidemment, les génocidaires, mais ont soutenu beaucoup trop longtemps un régime qui est devenu génocidaire. Bref, les relations avec la France sont très mauvaises. Et moi, je veux bien que les gens y parlent la francophonie ou français. Mais enfin, première chose qu'a fait Kagame en arrivant au pouvoir, c'est de s'inscrire au Commonwealth, c'est de se mettre en tweed. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus Londres et les relations avec Londres et les Américains qu'avec la France. Les relations avec la France sont en fait mauvaises, d'autant que les gens qui sont actuellement au pouvoir, je vais dire avec François Hollande, tous les gens autour de François Hollande, des gens comme Hubert Védrine, étaient cités dans les rapports Mussio, qui est le rapport du Rwanda, qui considérait que la France était très critique vis-à-vis du rôle de la France au moment du génocide rwandais. Donc voilà, je veux dire, il y a tous les jours, vous avez un certain nombre aussi de décisions par la justice française et le Rwanda n'est pas content. Donc les relations avec la France sont très mauvaises. Les principaux soutiens de Paul Kagame, ce sont les Anglais et les Américains, mais eux-mêmes, sur le plan de la démocratie, sont extrêmement critiques vis-à-vis du Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Sur la justice, s'il vous plaît, il faut souligner quelque chose. David Gakounzi. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France plusieurs fois sur les dossiers rwandais, en insistant sur des délais anormalement longs
dans les procédures qui sont engagées en France. Voilà. Un mot, David Gakounzi, c'est la fin de ce débat. Même sur la question de les relations France-Rwanda, vous aurez peut-être des surprises dans l'avenir. Les choses sont dynamiques. Il y a des contentieux, des questions de justice, mais je crois qu'il y a aussi un débat, un dialogue là-dessus. Il y a eu des améliorations, par exemple, les deux pays ont travaillé ensemble en Centrafrique, notamment. Donc il y a des évolutions, dans tout cela. Et il faut voir les choses d'une manière dynamique. Et peut-être qu'il y aura des évolutions dans les années qui viennent. Dans les décennies. Non, dans les années qui viennent, peut-être. Pas aussi optimiste que vous, Antoine Glaser. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Faustin Touareg-Mungu, merci d'avoir été avec nous. Je sais que c'est toujours compliqué de débattre lorsqu'on est loin. Merci en tout cas. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. On va parler de la Tunisie. Il y a 5 ans, Mohamed Bouazizi s'immolait à Sidi Bouzid, de la Tunisie qui a commémoré les 5 ans du début de sa révolution, mais sans faste. Sans faste, avec une petite pointe de désillusion. Alors il y a tout de même quelques articles à travers la presse internationale qui expliquent à quel point ce moment a été un moment clé pour la Tunisie, mais aussi pour beaucoup d'autres pays. C'est le cas de ce site internet, celui de The National, qui d'ailleurs a choisi d'illustrer cet article sur les 5 ans de la révolution tunisienne par une photo de la place Tahrir, parce qu'on considère que tout a commencé à Sidi Bouzid et que les implications ont été nombreuses dans d'autres pays. Sur les réseaux sociaux, évidemment, certains ont partagé le visage de Mohamed Bouazizi, comme ce journaliste Malaki Brown, qui explique que cet homme qui s'était élevé contre l'injustice a initié une révolution dans un pays, mais comme vous le disiez, et un certain nombre d'articles le soulignent, comme ici sur le site de Slate, c'est sans faste qu'on marque le 5e anniversaire de cette révolution. Le site du Parisien souligne d'ailleurs que le Premier ministre tunisien a expliqué que la Tunisie avait rompu définitivement avec la tyrannie et sans retour possible. Mais cette déclaration n'en était pas une, puisque c'était un simple communiqué. Et ça illustre en quelque sorte à quel point on n'en fait pas beaucoup finalement en Tunisie. Il y a dans la presse tunisienne, sur le site du Temps notamment, cette même idée d'une désillusion qui a gagné la population dans cet article. Désenchantement, mais espoir quand même, explique cet article qui souligne que la bataille sera rude, mais que les Tunisiens pourront vaincre le terrorisme, ils pourront vaincre le chômage. C'est un peu l'analyse que fait aussi le journal algérien Al Moudjahid, repris ici sur ce site internet, celui de l'économiste maghrébin. Un journal algérien qui souligne évidemment l'immense parcours accompli par la Tunisie, mais pointe du doigt aussi ces deux défis, le terrorisme et le chômage. Sur Twitter et sur Facebook, la tonalité était également assez sombre. Emna El Hami est une blogueuse. Elle écrit sur sa page Facebook un 17 décembre au goût très amer. Pensez à tous ces Bouazizi dans les prisons tunisiennes et dans la prison qui est encore la Tunisie. Alors le regard est assez sombre. Et puis un acteur, un militant de la société civile a publié cet article sur le site du Monde. Il s'appelle Mondji Bouazizi. Alors je ne sais pas s'il est de la famille de celui qui s'est immolé par le feu il y a 5 ans, mais en tout cas, le constat semble assez sombre. Les jeunes Tunisiens ne s'immolent plus. Ils rejoignent l'organisation État islamique. Alors le titre est particulièrement pessimiste, mais la conclusion l'est un petit peu moins. À la fin de cet article, il explique que si la Tunisie parvient à connecter sa jeunesse à la tendance moderniste, avec ce que le concept suppose comme ouverture, comme dialogue et comme acceptation des différences, alors elle pourra remonter la pente. Toujours la polémique en France après la publication de Marine Le Pen de photos notamment de l'otage James Foley sur son compte Twitter. Elle les a retirées d'ailleurs, la présidente du Front National. Elle a retiré cette image. Parce que la famille est intervenue très, très violemment. Exactement. À juste titre. À juste titre. Alors l'Express s'arrête un instant sur cette indignation des parents de James Foley. Nicolas Hénin, lui, a publié le communiqué très clair de la famille adressé à Marine Le Pen.
Marine Le Pen qui a donc retiré cette photo et a eu des explications un petit peu limites en expliquant qu'elle ne savait pas que c'était James Foley. En gros, si ça avait été quelqu'un d'autre, c'était moins grave, souligne un certain nombre d'internautes. Du côté de Marianne, on ironise sur ces justifications piteuses de la part de la patronne du Front National. Et comme je vous le disais, un certain nombre d'internautes pointent du doigt. Donc, James Foley était un être humain, mais pas les autres. Justice à deux vitesses, scandaleux de la part de Le Pen et des autres. Et d'ailleurs, le site du Monde, lui, s'arrête un instant sur ces autres victimes. Alors, il y avait James Foley, exécuté le 19 août 2014. Il y avait aussi le pilote jordanien Moaz El-Kazabeh et puis un soldat syrien de 19 ans, prénommé Fadi Ammar. Voilà les trois individus, les trois personnes dont les images ont été partagées par Marine Le Pen sur son compte Twitter. Alors, elle explique qu'elle n'a pas grand-chose à craindre. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse penser sur son compte Twitter. Est-ce que Bernard Cazeneuve va me poursuivre pour diffamation contre Daesh? Hier, elle expliquait aussi, est-ce que Bernard Cazeneuve va venir me mettre les menottes? Mais Marine Le Pen, évidemment, ne sera pas poursuivie pour diffamation. Mais par contre, il existe un délit de diffusion d'images violentes qui a été créé par la loi de la prévention contre la délinquance votée en 2007. Et là, Marine Le Pen risque tout de même d'avoir affaire à la justice. Le site Courrier International relaie un article de Quartz, le site américain, qui explique tout simplement que Twitter devrait fermer le compte de Marine Le Pen. Merci beaucoup, merci Karim. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, tout de suite le journal sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée.